Bonjour, je m'apprête à faire le bilan du travail de Marc Bergevin à la barre du Canadien de Montréal. Pour y arriver, j'ai décidé d'évaluer le travail du directeur général du Canadien en analysant toutes ces transactions pour les classer dans la catégorie bon coup ou mauvais coup. Les transactions évaluées concernent les échanges et les signatures d'agents libres sans restriction. Je m'en tiens aux transactions qui concernent des joueurs qui ont joué un nombre de matchs non négligeable dans au moins une des équipes de la transaction ou des choix élevés au repêchage. Par exemple, j'ignore les échanges ou les signatures qui concernent des joueurs qui ont joué majoritairement dans la Ligue américaine ou ailleurs. J'ignore également les signatures d'agents libres avec restriction dont l'issue est dans la plupart du temps une formalité pour un DG. Ayant été embauché durant l'été 2012, Marc Bergevin entamera sa 10e saison comme DG du Canadien. On est à l'heure du bilan dans son cas. Je vais analyser toutes ces transactions de l'été 2012 jusqu'à la fin de la dernière saison de 2020-2021 où Montréal vient d'être éliminé par Tampa Bay en finale de la Coupe Stanley. Plusieurs transactions auraient pu être classées dans une catégorie moyenne puisqu'elles ont bénéficié aux deux équipes. Pour faciliter l'évaluation, je vais faire pencher les transactions dites moyennes dans la catégorie bon coup ou mauvais coup. J'évalue les transactions en fonction de l'apport du joueur envers l'équipe vis-à-vis son impact contractuel sur la masse salariale. Je me fie à ma connaissance et à mon expérience dans le hockey pour y arriver. J'écoute des matchs du Canadien de Montréal depuis plus de 20 ans tout en consultant l'actualité du hockey et les statistiques de la LNH. J'ai joué au hockey toute ma vie, je pratique toujours ce sport à l'heure actuelle dans une ligue senior. Bergevin arrive à la barre des Canadiens de Montréal en mai 2012, après que l'équipe ait terminé dernière dans sa conférence. Bergevin apparaît comme un vent de fraîcheur avec son sens de l'humour et son aisance derrière la caméra qui fait contraste avec le sérieux et la rigidité de Bob Gainey et Pierre Gauthier. Travis Moon est sa première signature à 1 850 000 $ pour 4 ans. Il complète l'été 2012 avec les signatures de Brandon Prost pour 4 ans à 2 500 000 $, Francis Bouillon à 1 500 000 $ pour un an et Colby Armstrong à 1 million pour un an. Étant donné son prix élevé par rapport à ce qu'il a apporté au club, je parle de Moon, c'est-à-dire de la robustesse et un apport défensif constant, je classe Travis Moon dans la catégorie des mauvaises signatures. Un joueur moins dispendieux aurait pu rendre des services similaires. Idem pour le charismatique Brandon Prost. Aujourd'hui, ce type de joueur limité n'obtient plus aussi souvent des contrats de durée de 4 ans. Colby Armstrong, que le Canadien avait tenté d'acquérir dans les années précédentes, s'est avéré un échec incontestable et Francis Bouillon a offert un rendement respectable bien qu'il n'avait plus le même mordant que lors de son premier séjour avec le Canadien dans le début des années 2000. On devine à ce moment-là que le plan de match était de se grossir et d'ajouter de la robustesse à une équipe qui n'a jamais été imposante physiquement d'aussi loin que je me rappelle. C'était aussi à une époque où une majorité d'équipes comptaient encore sur un bagarreur dans leur alignement. Le premier échange significatif de Marc Bergevin était l'acquisition du sniper Michael Ryder et un choix de 3e ronde qui a permis de repêcher Connor Cripps pour le rapide attaquant de puissance Eric Cole. Eric Cole ayant disputé 3 saisons avec les Stars versus seulement 27 matchs pour Ryder avec les Canadiens, c'était une mauvaise transaction. Bergevin a complété 6 autres échanges mineurs, incluant celle du bagarreur George Parros en 2012-2013. Je vais m'en tenir aux échanges qui concernent des joueurs ayant disputé un nombre significatif de matchs, sinon ça n'arrêtera plus. Pour les signatures d'agents libres sans restriction, en 2013, le Canadien signe le gardien auxiliaire Peter Budaj qui a disputé en moyenne un match sur 4 lors de ses 3 saisons avec le club. C'est pourquoi je colle l'étiquette de bonne signature. Ensuite, le talentueux mais vieillissant Daniel Brière signe pour 2 ans à 4 millions par année. Son passage à Montréal n'était pas un succès. Le colosse, mais peu mobile, Douglas Murray signe durant l'été 2013. Il n'a pas eu l'impact escompté. Après une bonne saison 2012-2013 écourtée par le lockout, le Canadien fait l'acquisition du combatif Dale Weiss contre Rafael Diaz, qui s'apprêtait à faire ses débuts dans la LNH après avoir excellé en Ligue suisse. Ayant disputé 3 saisons avec le Canadien, dont une de 14 buts, Bergevin a eu l'avantage dans cet échange. Rafael Diaz n'a rien cassé avec les 3 équipes qui ont suivi cet échange.
Bergevin a aussi complété durant cette saison une transaction majeure qui a envoyé l'espoir Sebastian Kohlberg et un choix de deuxième ronde qui ne s'est pas bien converti contre une super vedette du moment en Thomas Vanek et un choix de cinquième ronde. Kohlberg n'a jamais joué de match dans la LNH et bien qu'il n'ait disputé qu'une partie de la saison avec le Canadien, Vanek a tout de même récolté 10 points en 17 matchs en série, en plus d'avoir excité fortement les fans qui n'avaient pas connu d'acquisition du genre depuis Alexei Kovalev. Par la suite, Bergevin échange Daniel Brière contre Pierre-Alexandre Parenteau et un choix de cinquième ronde. Les deux ont connu une saison suivante décevante. Je donne l'avantage à Bergevin. Brière a pris sa retraite la saison d'après. Sinon, Josh Georges a pris le chemin de Buffalo contre un choix de deuxième ronde. Avantage Montréal qui a obtenu un deuxième choix contre un joueur au talent limité et vieillissant qui gagnait 4 millions par année. Pour les agents libres sans restriction, le Canadien signe un contrat d'1 an au centre de quatrième trio Manny Malhotra, qui se spécialisait dans les mises au jeu. C'est une chose d'être catalogué comme joueur de profondeur, mais c'en est une autre de n'avoir inscrit qu'un but et 3 passes en 60 matchs. En outre, 2 défenseurs défensifs droitiers s'amènent à Montréal en Mike Weaver et Tom Gilbert. Étant donné leur salaire élevé et leur apport moindre, il s'agit de mauvais coups. 2014-2015, le Canadien a bien fait la saison précédente. Il s'est incliné en finale d'association en troisième ronde des séries. La première transaction de Bergevin est l'échange du robuste et expérimenté Travis Moen pour obtenir l'ancien défenseur étoile russe offensif Sergei Gonchar. Difficile d'établir un gagnant pour cet échange. Gonchar ayant pris sa retraite à la fin de la saison au cours de laquelle il a tout de même récolté 13 points en 45 matchs. L'échange a permis de sauver une année de salaire à Moen qui a livré le même rendement décevant avec les Stars. Bergevin poursuit avec une transaction similaire qui a permis de sauver une année de salaire pour obtenir un joueur qui allait prendre sa retraite. L'inconstant René Bourque contre le défenseur mammouth Brian Allen. Bergevin est aussi légèrement gagnant de l'échange qui a envoyé l'agile Jirji Sekac à Anaheim pour le robuste mais fêtard Devante Smith-Pelly. Ce dernier a disputé 2 saisons appréciables avec l'équipe. Jirji Sekac est devenu un globetrotter des États-Unis n'ayant pas réussi à s'établir avec 4 autres équipes. Ensuite, Bergevin complète une de ses meilleures transactions en obtenant un joueur qui nous rend encore de précieux services, soit celle du défenseur parfait, Jeff Petrie contre 2 choix au repêchage qui ne se sont pas convertis en NHLer. Finalement, le Canadien obtient le fêtard et utilisateur de cocaïne, Zach Kaysen, en plus d'un choix de 5e ronde pour l'ancien chum de la prédatrice Marie-Pierre Morin, c'est-à-dire Brandon Prost. Bien qu'il se soit bien établi à l'heure actuelle, Zach Kaysen n'a apporté que des problèmes aux Canadiens. Alexander Semin est la signature de cet été. À une époque, il réussissait à concurrencer Ovechkin en termes de production. Le Semin qu'on a vu à Montréal était l'ombre de lui-même. Je rappelle que je m'en tiens à toutes les transactions de Marc Bergevin qui ont inclus au moins un joueur ayant disputé un nombre significatif de matchs dans la LNH ou un choix élu au repêchage. Jusqu'ici, on relève 10 bonnes transactions et 11 mauvaises transactions. On poursuit. Bergevin complète une autre de ses meilleurs échanges en 2015-2016 lorsqu'il fait l'acquisition du joueur complet dont on ne soupçonnait pas la qualité élevée au moment d'échange, Philippe Danault, et un choix de 2e ronde en 2018 contre Dale Weiss et Thomas Fleischmann. Ce dernier n'arrivait plus à exprimer son talent offensif comme dans le passé. L'Arcelleur, qui n'a jamais réussi à s'établir comme un joueur du top 6, est envoyé à Washington pour 2 choix de 2e ronde qui ne se sont pas convertis. Il s'agissait d'un bon échange sur le coup, mais avec du recul, on constate que les 2 choix n'ont pas joué dans la LNH, tandis que Heller s'est avéré un centre de 3e trio constant avec une moyenne d'environ 35 points par saison lors de ses 5 campagnes avec les Capitals. Idem pour l'acquisition de l'émotif Andrew Shaw.
Le temps nous dévoile qu'un des 2 choix de deuxième ronde obtenus par les Blackhawks ont permis de repêcher le joueur élite Alex DeBrincat. Notons qu'à 5 pieds 7, DeBrincat a un profil similaire à Cole Caulfield, qui est aussi un marqueur naturel miniature avec un maniement de rondelles supérieur à la moyenne. Andrew Shaw a offert de bons services durant ses 3 saisons avec les Canadiens. C'est dommage qu'il ait été autant affecté par les commotions cérébrales. Il aura encore un rôle important dans une équipe de la LNH si ce n'était pas le cas. Le gagnant du Trophée Norris de 2013 est très impliqué dans la communauté montréalaise. P.K. Subban déménage dans la ville du Country alors que le robuste défenseur au tir foudroyant Shea Weber arrive à Montréal et devient capitaine peu de temps après. Aujourd'hui, on peut constater l'évolution des 2 défenseurs. Le Canadien a eu l'avantage avec Shea Weber. Subban a été transféré au Devils par la suite, équipe avec laquelle il n'occupe plus le rôle central de la défensive. On entend dans les coulisses que le caractère flamboyant de Piqué et son désir d'être toujours le centre d'attention vient à déranger ses coéquipiers, peu importe l'équipe dans laquelle il évolue. Alors qu'il avait été placé au ballottage et qu'il a vu son contrat être racheté, Paul Byron signe pour 3 ans avec les Canadiens au mois de février. Il a connu des saisons respectives de 22 buts, 20 buts et 15 buts. C'était un bon coup. La grosse signature de l'été était le talentueux ailier russe à l'humeur changeant Alexander Radulov à 5,8 millions pour une année. Son deuxième retour dans la LNH après des séjours dans la KHL s'est bien passé avec 54 points en 76 matchs. Dommage qu'il n'ait pas re-signé avec l'équipe. En 2016-2017, Marc Bergevin en est à sa 5e saison avec les Canadiens. On peut dire que l'effectif de l'équipe est celle qu'il a mise en place. On ne peut plus blâmer l'ancienne direction pour les insuccès. Le Canadien n'a pas fait les séries lors de la saison précédente, terminant au 13e rang de la conférence de l'Est. Les Canadiens et les Stars s'échangent 2 défenseurs défensifs robustes de 3e paire. Jordie Benn s'amène à Montréal et Greg Pateryn prend le chemin de Dallas. Greg Pateryn ne s'est jamais établi comme un régulier dans la LNH et Jordie Benn a disputé 3 saisons complètes avec l'équipe. Avantage Montréal. Le directeur général du Canadien effectue sa pire transaction jusqu'ici. Il échange le défenseur russe Mikhail Sergachev, qu'il avait repêché au 9e rang en 2016, contre Jonathan Drouin. Je ne pense pas qu'une explication supplémentaire est nécessaire. Durant la saison, Al Montoya, le gardien américain qui avait été repêché au 6e rang en 2004, devenu gardien réserviste, signe pour 2 ans à 1,1 million par année. Il n'a pas su bien seconder Carey Price. Il a été chancelant et a enregistré des statistiques décevantes lors de ses 2 saisons avec l'équipe. On se rappelle de Carl Alzner, le défenseur fiable qui a évolué de nombreuses années dans le top 4 des défenseurs d'une équipe puissante comme les Capitals de Washington. Il semble que Montréal ne lui a pas bien fait. Il est passé du partenaire du défenseur étoile John Carlson à jouer dans la Ligue américaine durant 2 saisons sans même s'être démarqué. 2 vétérans ayant connu leur meilleur moment signent avec l'équipe. Le défenseur offensif Mark Streit, qui était à son 2e séjour avec le Canadien, et l'ancien attaquant au Mains Magiques Ales Hemsky. Les 2 n'ont pas été un pari concluant. 2016-2017, le Canadien a connu une bonne saison précédente, terminant premier de la division Atlantique avec 103 points. Il s'est incliné en première ronde des séries contre les Rangers de New York. L'échange la plus significative est celle qui envoie Alex Galchenyuk, en qui le Canadien voyait son gros centre de premier trio recherché depuis plus d'une décennie, contre le caractériel et talentueux Max Domi. Galchenyuk est devenu un globetrotter de l'Amérique du Nord qui a joué pour 5 villes différentes, tandis que Max Domi a surpassé les attentes. Il a fini premier marqueur de l'équipe lors de sa première saison. Bergevin effectue plusieurs transactions mineures pour entourer son noyau composé de Shea Weber, Max Pacioretty et Brendan Gallagher. Il a été difficile de trouver un adjoint à Carey Price et ce durant toute sa carrière. Il occupe un rôle prépondérant dans l'équipe et il ne semble pas apprécier se faire challenger. Antti Niemi, qui avait pourtant été le gardien partant des Blackhawks lors de leur conquête de la Coupe Stanley, n'a pas secondé Price efficacement. Il avait ralenti. 2 joueurs de profondeur signent, le rapide Mathieu Péka et le défenseur de profondeur Xavier Ouellet, qui se veut toujours aujourd'hui une bonne police d'assurance.
Le Canadien ne fait pas les séries en 2017-2018. Le décompte des transactions affiche 21 bons coups contre 22 mauvais. 2018-2019, Marc Bergevin signe en début de saison une transaction qui s'inscrit assurément dans son top 5 de ses meilleures actions. Il envoie à Las Vegas leur capitaine, le marqueur naturel nonchalant Max Pacioretty contre l'habile Thomas Tatar et le joueur qu'on peut aujourd'hui qualifier de notre joueur de concession, je parle de Nick Suzuki. Il met en plus la main sur un choix de deuxième ronde. Les autres transactions sont mineures. Pour revenir à l'échange précédent, on a pu comparer dans la dernière série la supériorité de Nick Suzuki sur Max Pacioretty, qui, comme à Montréal, joue mollement et se contente de son talent de marqueur naturel pour inscrire son nom au pointage sans s'impliquer plus qu'il faut dans la rencontre. Bergevin signe des plombiers avant le 1er juillet en Byron, Follin, Thompson et Wheel. Le 1er juillet, il signe Keith Kincaid, qui fait malheureusement partie de la longue liste des gardiens auxiliaires qui n'ont pas bien fait leur boulot. Nick Cousins signe également. Ce joueur n'a jamais pu bien exprimer le talent qu'il a dans le niveau supérieur de la LNH. Sinon, Bergevin réalise un bon échange en acquérant le robuste défenseur Ben Sherratt. On a constaté qu'il s'avère un atout en série, pendant lesquelles la présence de joueurs physiques est incontournable. Le Canadien est encore exclu des séries en 2018-2019. Aucun échange majeur est effectué durant cette année. On relève seulement des transactions mineures pour lesquelles il est plus compliqué d'établir un gagnant. Le directeur général de Montréal jouit d'un appui généreux du propriétaire qui ne laisse pas les fans indifférents d'avoir raté plusieurs fois les séries lors des dernières années. À l'exception de Carey Price et de Thomas Plekanec qui ne jouent que 3 matchs en saison, les joueurs de cette édition du Canadien proviennent tous de Marc Bergevin. C'est entièrement son équipe. Je suis très heureux d'être à Montréal. C'est également tranquille en ce qui concerne les signatures. L'ancienne super vedette russe et ancien double marqueur de 50 buts Ilya Kovalchuk signe pour une courte saison. Son contrat avait été racheté par les Kings. On a aimé son sens du spectacle et ses flashs offensifs même s'il était devenu lent. Il nous a charmés, conquis et nous a quittés pour une équipe plus sexy, en les Capitals de Washington l'année suivante. Je parlais précédemment de la difficulté à trouver un gardien qui seconde Price. Eh bien, on peut finalement croire que Jake Allen est l'homme de la situation malgré qu'il ait seulement joué une saison avec l'équipe. L'ancien gardien numéro 1 des Blues et d'Équipe Canada Junior est impliqué dans une transaction accompagnée de choix au repêchage. Le grand et robuste défenseur Joel Edmundson a une bonne prise de Bergevin. La brigade défensive du club est désormais très intimidante avec Sherratt et Weber. Autre bon coup, l'énigmatique Max Domi est échangé à Columbus. Le Canadien obtient le rapide et très intense Josh Anderson. Anderson apparaît comme le prototype parfait du joueur de hockey en puissance. Il peut marquer d'un tir puissant, il possède une accélération supérieure en ligne droite, il terrorise les défenseurs en échec avant et peut faire un œil au beurre noir à peu près n'importe qui jette les gants contre lui. Personnellement, c'est mon joueur préféré de l'édition actuelle des Canadiens. Eric Staal, l'ancien capitaine de la Caroline qu'on pouvait classer dans les 10 meilleurs centres de la Ligue au début des années 2000, est acquis contre des choix au repêchage. Il offre un rendement moyen, sa performance en série fait pencher la balance positivement. Sinon, un défenseur offensif et un défenseur plus défensif sont acquis dans des échanges. Il s'agit de John Merrill et Derek Gustafsson. Les deux ont été décevants. Tyler Toffoli, qui avait ralenti sans connaître de saison de plus de 20 buts depuis 4 ans, signe à Montréal. Il a dépassé les attentes de loin. On est impressionné par sa capacité à déjouer un adversaire avec son maniement de rondelle et par la précision de son tir. Sa vitesse est sa lacune et à 29 ans, on ne doit pas s'attendre à ce qu'il s'améliore à ce niveau. À l'instar de Kovalchuk et de Staal, Bergevin se montre nostalgique lorsqu'il signe 2 anciens gagnants de la Coupe Stanley en Corey Perry et Mikhail Frolik. Le premier a dépassé les attentes de loin, le deuxième a joué moins de 8 matchs avec le Canadien. Dans le cas de Perry, ses mains sont aussi agiles que lors de ses meilleures années, mais il n'avance pratiquement plus.
On le remarque lorsqu'il patine avec la rondelle en zone centrale. Le bilan de toutes les transactions de Marc Bergevin est complété. On arrive à un total de 36 bonnes transactions pour 29 mauvaises. Selon mon observation, je remarque que le DG du Canadien a mis du temps à se mettre en marche. Il a réalisé plusieurs mauvaises transactions dans les premières années, mais vers la deuxième moitié de son parcours, il a eu l'avantage dans une majorité de transactions. Par contre, on ne peut pas se contenter de procéder ainsi pour évaluer le travail d'un directeur général. Ce bilan se veut un bon aperçu du travail de Bergevin, mais on aurait pu aborder la signature des agents libres avec restriction ou les joueurs repêchés par l'organisation. On peut aussi davantage se fier au classement de l'équipe pendant le règne de Bergevin. Pour ma part, je crois que c'est avec les résultats au classement qu'on peut le mieux évaluer le travail du personnel d'une équipe de la LNH. Entre 2012 et 2021, le Canadien s'est classé 6 fois pour les séries et les a ratés 4 fois. Il y a cependant un gros astérix à ce constat. Si la LNH n'avait pas modifié ses critères pour accéder aux séries lors des 2 dernières saisons écourtées, le Canadien les aurait ratés 2 fois de plus, avec une saison de 31 victoires et 31 défaites en 2019-2020, ainsi que 24 victoires et 21 défaites en 2020-2021. Si on tient compte ce fait que l'équipe a fait les séries grâce aux circonstances spéciales cette année et l'année dernière, on arrive à un décompte de 6 exclusions des séries pour 4 inclusions lors du règne de Marc Bergevin. Qui plus est, on remarque que le Canadien s'est surtout classé en série pendant les premières années de Bergevin, lorsque l'équipe comptait sur plusieurs joueurs acquis par l'ancienne direction. Avec une équipe dont la totalité des joueurs proviennent de Bergevin, le Canadien a techniquement raté la série lors des 4 dernières années. De votre côté, que pensez-vous du travail de Marc Bergevin? Aimez-vous sa personnalité? Son look? Auriez-vous analysé cette transaction autrement? Êtes-vous en accord ou en désaccord avec certaines de mes analyses des transactions? Aimeriez-vous voir Marc Bergevin plus longtemps avec l'équipe? Je vais répondre à tous les commentaires. N'hésitez pas à vous exprimer. Sinon, on attend le repêchage d'expansion du Kraken de Seattle et l'ouverture du marché des joueurs autonomes sans restriction. Aimeriez-vous que le Canadien améliore certains aspects de son alignement? Passez une belle journée.